Bonjour, mon nom est Nicolas Schröder, je suis enseignant et chercheur en histoire à l'ULB. Dans le contexte un peu particulier que nous traversons, l'université m'a invité à préparer cette conférence enregistrée, destinée avant tout aux élèves de 6e et peut-être de 5e secondaire qui envisagent de commencer des études d'histoire à l'ULB. Alors je voudrais vous entretenir de plusieurs choses pendant la petite demi-heure dont je dispose. J'imagine que bon nombre d'entre vous peuvent s'interroger sur leur choix d'études. Peut-être hésitez-vous entre plusieurs matières, peut-être vous demandez-vous si l'histoire est vraiment faite pour vous. Pour cette raison, je voudrais clarifier quelque peu ce qu'est l'histoire et ce que son étude peut apporter à l'heure actuelle. Bien entendu, chacun et chacune de mes collègues, historiens ou historiennes, apporterait sans doute une réponse un peu différente à ces questions. En ce qui me concerne, je voudrais surtout vous parler de ma propre expérience en partant du point de vue de mes recherches. Une des spécificités de l'enseignement universitaire est précisément que les enseignants et enseignantes sont également des chercheurs et des chercheuses. Alors, l'avantage de cette situation est que nos recherches informent nos enseignements et vice-versa. En ce qui me concerne, je suis historien du Moyen-Âge. Mes recherches portent tout particulièrement sur l'histoire de l'environnement au cours de la période médiévale. Donc, dans ce cadre-là, je m'intéresse par exemple à l'histoire des forêts, des animaux ou du climat. Ces recherches impliquent évidemment aussi une réflexion sur les liens entre les sociétés humaines et leur environnement. Dans ce contexte, la pollution, l'impact de la croissance démographique sur l'environnement ou l'histoire des épidémies font partie des questions qui retiennent évidemment mon attention. Alors, bien sûr, le choix de ces thématiques ne s'est pas fait vraiment par hasard. Mon intérêt pour celle-ci est lié en grande partie aux défis qui se posent à l'heure actuelle à cause du réchauffement climatique et de la crise environnementale. J'ai choisi de faire des études d'histoire il y a plus de 10 ans et je me suis engagé assez rapidement dans le champ de l'histoire environnementale. J'ai toujours été convaincu en fait que ce choix était une manière finalement de traiter et d'aborder des problèmes contemporains et d'apprendre sur ces thèmes, bien sûr, mais de manière un peu décalée, si vous voulez. La situation actuelle, je parle bien évidemment du Covid-19, a, d'une manière tout à fait inattendue pour moi, confirmé cette intuition, puisque, en fait, bon nombre de mes collègues s'interrogent et travaillent depuis des années sur les épidémies dans l'histoire. Et tout d'un coup, leur champ de recherche a une certaine actualité qui n'avait pas précédemment nécessairement. Alors, ce que je voudrais faire ici est de vous donner finalement un aperçu de quelques-unes de ces recherches, de vous montrer ce qu'elles peuvent apporter, à mon avis, à la compréhension de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et enfin de vous montrer comment la formation en histoire à l'ULB essaye finalement de vous transmettre le savoir, les savoir-faire, la méthodologie et les réflexes pour approcher l'actualité et les questions de société en historienne ou en historien. Alors, depuis le début du cloisonnement sont parus dans la presse et les médias en général de nombreux avis et commentaires sur les épidémies qui s'interrogent évidemment sur leur place dans l'histoire. Vous en avez certainement vu vous-même, qui font diverses observations et essayent parfois même de tirer des leçons d'épidémies passées applicables à ce qui se passe aujourd'hui. Dans ce contexte, évidemment, de nombreux historiens et historiennes sont consultés par les médias. Alors, par exemple, le 9 avril 2020, la RTBF publiait un article
évoquant une épidémie de grippe dite de Hong Kong qui fit 1 million de morts dans le monde en 1968-1969. Elle était apparue d'abord en Chine en juillet 68 et des soldats américains présents au Vietnam l'ont importée aux États-Unis. Du fait de la multiplication des moyens de transport en général, et puis plus précisément des transports aériens, elle se répandit très vite, devenant d'une certaine façon la première pandémie de l'ère moderne, selon Serge Jaumin, un de mes collègues professeurs en histoire contemporaine ici à l'ULB, qui a été interviewé par la RTBF dans le cadre de l'article que j'évoque. Alors cette grippe arriva en Europe en 2 vagues, la deuxième étant celle de l'hiver 69. Un point très intéressant que les historiens et les historiennes qui travaillent sur cette épidémie soulignent est que bien que les trains soient mis à l'arrêt, que certaines écoles aient dû à ce moment-là fermer à cause de l'absence de professeurs décédés de la grippe, la couverture médiatique de cette épidémie a été très très limitée par rapport à ce que nous pouvons observer de nos jours avec le Covid-19. On en a en fait, à l'époque, très peu parlé en comparaison. Alors les explications avancées pour expliquer ceci, pour essayer de comprendre ceci, sont multiples. D'abord, à l'époque, comme vous le savez peut-être, d'importantes manifestations d'étudiants et d'étudiantes associées à des grèves générales et sauvages avaient secoué la France. Cet ébranlement politique, qui est communément désigné sous le nom de mai 68, et je vous mets ici une photo des conflits violents entre manifestants et forces de police à Paris, cet ébranlement politique donc explique parmi d'autres éléments que le monde politique et la société en général avaient à ce moment-là d'autres priorités d'une certaine façon. Mais on doit aussi mettre en évidence un élément qui est plutôt culturel et psychologique. D'une certaine façon, à cette époque, la perspective de mourir d'une épidémie était acceptée plus facilement qu'aujourd'hui. Ça faisait plus partie du paysage d'une certaine façon. L'idée même de la mort et de la maladie était moins étrangère, mieux apprivoisée par la société et la culture en général qu'elle ne l'est maintenant. Et on peut argumenter que cette différence est bien sûr liée aux conditions concrètes, matérielles de la vie qui changent bien sûr au fil du temps, mais il faut aussi tenir compte d'un ensemble beaucoup plus ténu et beaucoup plus compliqué, mais tout aussi déterminant, d'éléments culturels, d'acception culturelle de la mort, de la maladie, liés aux représentations du corps, de la mort, de la santé, de l'hygiène, du risque, et ainsi de suite. Alors, ce type d'information sur le passé nous permet évidemment de mettre en perspective ce qui nous arrive, d'une certaine façon, de le relativiser, ou en tout cas de le repenser différemment, parce que nous avons adopté pendant un instant un point de vue un peu décalé, celui d'une société et d'une culture, alors pas très éloignée, mais qui appartient quand même du passé, et dont on voit tout de suite, à travers cet exemple, qu'elle est assez fondamentalement différent de la nôtre sur des conceptions aussi importantes que la santé, la maladie, la vie, la mort. Penser en historien et en historienne, c'est aussi réfléchir à ce que le savoir historique ne permet pas ou ne devrait pas permettre de faire. C'est aussi approcher d'une façon critique les discours qui évoquent l'histoire, en se donnant les moyens de ne pas en être dupe, de ne pas en être victime. Et de ce point de vue, pour essayer un peu de vous expliquer plus clairement ce que j'essaye de dire ici, il est intéressant de se pencher sur une attitude, un réflexe que l'on rencontre fréquemment à l'heure actuelle dans le débat
autour du réchauffement climatique, de la crise environnementale, mais comme vous allez voir aussi avec la question des épidémies. Il s'agit de l'idée de tirer des leçons de l'histoire, ou pour le dire autrement, d'étudier l'histoire des sociétés du passé pour identifier leurs erreurs et éviter du coup de les reproduire. Alors, dans cette perspective, l'historien Kyle Harper a publié un ouvrage qui est très vite devenu un best-seller, dans lequel il essaye d'expliquer la chute de l'Empire romain à travers des dynamiques climatiques et des épidémies. Pour résumer très fortement son argument, Harper avance que les Romains ont développé une société et une économie prédatrices, qui consommaient trop de bois, trop de ressources en général, qui cultivaient des terres extrêmement fragiles, marginales d'un point de vue écologique et donc d'un rendement limité, qui transportaient des denrées, des objets, des troupes sur de très longues distances, déplaçaient des individus et des animaux sur de très longues distances, ce qui facilitait évidemment la circulation de maladies. Tout ceci, ce système monde romain, aurait été rendu possible d'abord par un climat clément, plus chaud et sec, pour simplifier ce qu'explique Kyle Harper. Et ceci aurait aurait marqué la période entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, grosso modo. Ensuite, une péjoration climatique. Alors de nouveau, pour simplifier un petit peu, un refroidissement et des pluies plus intenses. Cette péjoration climatique aurait entraîné l'effondrement du monde romain. Différentes maladies, dont la peste, auraient profité de l'affaiblissement sanitaire des populations, qui lui, évidemment, était le résultat du fait que, à cause du climat, on produisait moins d'alimentation, donc les populations que trouvaient ces différentes maladies étaient moins bien préparées en termes d'immunité et de capacité sanitaire générale à réagir, à répondre à la maladie. Donc différentes maladies ont profité de cet affaiblissement sanitaire des populations et bien sûr de l'interconnexion avancée du système économique et de transport romain pour causer des ravages énormes, et c'est ça qui aurait entraîné finalement la fin de la civilisation et de la culture romaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que Harper considère que cette histoire, quand on lit la conclusion, la fin de son ouvrage, que ce qu'il raconte doit être compris comme une leçon. C'est une mise en garde adressée à nos sociétés, hautement connectées bien évidemment, et basée sur une économie de nouveau prédatrice d'exploitation maximale des ressources naturelles. On aurait donc ici une magnifique leçon de l'histoire qui nous est adressée. Alors, indépendamment de ce qu'on peut penser de cette mise en garde écologique, j'y reviendrai dans un instant, il faut souligner que le livre de Kyle Harper a suscité des critiques de nombreuses historiennes, de nombreux historiens, anthropologues, archéologues et d'autres disciplines encore. De nombreux articles sont parus pour critiquer ce récit, et en l'attaquant finalement sous différents angles. On peut d'abord insister sur le fait que les données dont nous disposons pour reconstituer le climat à l'époque romaine sont encore sujettes à caution sur de nombreux points. On essaye de reconstituer les données climatiques passées, notamment en regardant les cernes de croissance des arbres. Hein. Vous voyez bien, un tronc d'arbre a pour chaque année un cercle de croissance, une cerne qui peut être de taille plus ou moins grande en fonction finalement de l'environnement. Hein. Si l'arbre se trouve dans un contexte climatique et dans un écosystème généralement où il peut grandir bien, eh bien ces cernes de croissance auront une autre forme que s'il se trouve sous stress, par exemple, il n'a pas suffisamment d'eau. Et donc l'interprétation, en combinant, en retrouvant du bois archéologique, l'interprétation, la lecture de ces cernes de croissance et leurs variations permet, entre autres choses, de
d'essayer de reconstituer les climats du passé, mais c'est évidemment pas évident et facile à aborder, et donc il y a différents scientifiques qui se disputent pour savoir à quoi ressemblait finalement le climat à l'époque romaine. Harper, dans ce contexte-là, choisit de manière assez systématique les lectures, les données et leur interprétation qui confirment ces thèses. Et en même temps, il ignore un ensemble de mises en garde critiques, d'appels à la prudence et de données qui viendraient, s'il les acceptait, contredire son scénario catastrophique, ou catastrophiste plutôt. Alors, des études de paléoclimatologues, donc les scientifiques qui étudient le climat passé, soulignent surtout, et c'est un autre point de critique par rapport à Harper, que l'Empire romain est extrêmement vaste. Il couvrait plusieurs zones climatiques différentes qui ont évolué de manière différente, chacune d'entre elles, avec des conséquences qui évidemment changeaient, étaient différentes pour les écosystèmes concernés. Pour faire très simple, il est évident que des dynamiques climatiques similaires n'ont pas les mêmes conséquences en Égypte qu'en Gaule, par exemple. Et donc, en d'autres mots, Harper, quand on y regarde de plus près, semble avoir excessivement simplifié quelque chose qui, en réalité, est beaucoup plus complexe, et il semble avoir choisi un ensemble de données qui soutenaient son argumentation, alors qu'il y avait d'autres données qui étaient finalement en contrepoint ou qui contrebalançaient un petit peu, nuançaient un petit peu son explication. Un dernier point qu'il faut mettre en évidence, c'est que de nombreux chercheurs et chercheuses ont depuis longtemps éclairé les transformations et les dynamiques sociales du monde romain, sans avoir recours au scénario d'une catastrophe écologique comme le fait Harper. L'un d'entre eux est Peter Brown, un historien qui a notamment insisté sur l'importance de la diffusion du christianisme, une religion qui aurait contribué au sein de l'Empire romain à une véritable redéfinition de repères culturels, passant notamment par les modèles d'alimentation, la façon de s'habiller, la façon de consommer en général. Et donc cette transformation des modèles culturels aurait eu un impact important, complètement indépendamment du climat. Un autre historien, Brian Ward Perkins, insiste plutôt, lui, sur les attaques barbares et les crises que cela a pu causer à la fin de l'Empire. Et de nouveau, il n'utilise pas nécessairement, lui, l'argument climatique, il va plutôt regarder ces barbares donc, qui auraient attaqué et déstabilisé profondément la société romaine. Une troisième approche, on pourrait les multiplier, qui est portée, donc cette troisième plutôt par l'historien Chris Wickham, insiste plutôt sur le fait que l'aristocratie romaine a, confrontée au monde barbare, adopté différentes habitudes, différentes façons de se comporter, de vivre et de consommer, qui étaient plutôt propres au monde barbare, et cela a évidemment transformé la civilisation romaine elle-même en profondeur, sans de nouveau être obligé de passer par un scénario catastrophe, qui est la destruction totale de Rome par des épidémies et un climat négatif, ou bien la destruction de la civilisation romaine par des barbares nécessairement perçus comme négatifs et agressifs. On peut aussi les voir, ce que fait davantage Chris Wickham, comme une influence culturelle qui a transformé le monde romain par acculturation et par des phénomènes qui sont plus complexes que simplement l'effondrement et la fin du monde romain. Alors, j'ai été ici très vite pour présenter ces différentes hypothèses, ces différents modèles qui sont évidemment beaucoup plus complexes et beaucoup plus nuancés que ce que je peux vous expliquer ici en quelques minutes, mais ce que vous pouvez entreapercevoir ici, et ce que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est que parmi les historiennes et les historiens, les causes et la forme même que prit la fin du monde romain restent en fait un objet de débat. Malgré son grand succès, le livre de Kyle Harper ne représente en réalité qu'une hypothèse, contestée par ailleurs, sur la fin du monde romain.
Alors, si je voulais vous parler rapidement des débats autour de ce livre, c'est justement parce que la communauté scientifique, des historiennes, des historiens, des archéologues, des géographes, des anthropologues, partagent souvent un réflexe critique de distanciation par rapport à son objet d'étude. Nous aimerions évidemment pouvoir tirer des leçons de l'histoire, mais très souvent, comme dans le cas de la transformation du monde romain, eh bien, on voit que plusieurs théories circulent, et le savoir historique est en constitution et en reformulation permanente. Et dans ce contexte-là, il est évidemment important de pouvoir prendre du recul, d'avancer des avis qui sont nuancés, critiques, face à des discours qui sont très assertifs et clairs, comme ceux de Kyle Harper, par exemple, qui n'hésite aucunement à dire « les choses se sont passées ainsi, je le sais, et donc nous devons en tirer telle leçon », ce qui est évidemment une façon très tranchée d'aborder quelque chose dont on peut montrer que c'est plus compliqué et que ça demande peut-être à être plus nuancé. Alors, peut-être que celles et ceux parmi vous qui se sentent particulièrement concernés par la crise environnementale auront envie de me répondre « oui, mais alors, ne peut-on jamais rien dire sur le passé qui soit certain ?» Pourquoi étudier le passé si ce n'est pas pertinent pour les débats actuels, vu qu'on ne peut pas effectivement établir ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé? Alors je comprends évidemment cette réflexion et j'aurais deux remarques, deux commentaires à formuler sur ce point. D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, il n'est pas nécessaire de croire Kyle Harper et son idée de la fin du monde romain pour reconnaître la réalité et l'urgence de la crise écologique actuelle. On pourrait même presque argumenter le contraire. En effet, en disant que la crise actuelle n'est jamais que la même chose que la fin du monde romain, Harper, d'une certaine façon, banalise la crise écologique actuelle. Il en fait une partie normale de l'histoire humaine que les humains ont déjà connue par le passé et dont les sociétés se remettent après un certain temps. Or, quand on lit attentivement les scientifiques qui travaillent sur la crise actuelle et le réchauffement climatique, il et elle insistent précisément sur le côté exceptionnel de ce qui nous arrive pour l'instant. L'anthropocène, comme l'a appelé le climatologue Paul Crutzen, est un phénomène unique de l'histoire humaine, propre uniquement aux sociétés industrielles. Alors, si on accepte cette idée-là, la libération massive de CO2 dans l'atmosphère est liée clairement aux énergies fossiles et à l'utilisation de ces énergies, donc quelque chose que l'on fait uniquement dans les sociétés industrielles, eh bien, il semble évident qu'il n'y a pas de leçon directe à tirer de l'histoire à partir du moment où nous reconnaissons l'unicité, le fait que ce soit unique, ce qui nous arrive maintenant. Par ailleurs, le dialogue entre passé et présent peut se faire autrement, finalement en inversant les perspectives de qui doit donner des leçons à qui ou où nous allons tirer des leçons. Alors pour ça, je voudrais citer l'exemple de Daniel Curtis, qui est un historien spécialiste de la Grande Peste, qui sévit au milieu du XIVe siècle en Europe, donc à la fin du Moyen-Âge. Et Daniel Curtis souligne que le coronavirus, c'est un article qu'il a partagé récemment sur Internet, il souligne dans cet article que le coronavirus a révélé pour tout le monde à quel point les femmes sont plus affectées par les effets sociaux des épidémies parce qu'elles sont majoritairement dans les métiers de soins et que des inégalités existent dans la répartition des tâches ménagères en général, ce qui alors du coup est amplifié en situation de confinement. Ici j'ai dit ça de manière très rapide, je vous renvoie pour plus de détails à la conférence présentée aujourd'hui par mon collègue David Paternotte qui parle justement de cette thématique. Or, comme le remarque Curtis, qui connaît évidemment très très bien la littérature sur la peste au Moyen-Âge,
Cette question de la différence entre hommes et femmes dans les retombées sociales de l'épidémie de peste, de la grande peste de la fin du Moyen-Âge, n'est pas du tout reconnue. Elle n'est pas thématisée ou analysée dans les travaux des historiens et des historiennes. C'est un thème, on va évidemment discuter de différents aspects de cette grande peste, mais demander, tiens, est-ce que ça a eu un impact différent sur les hommes et sur les femmes? C'est un thème qu'on n'a pas vraiment abordé de façon systématique et travaillé de façon systématique jusqu'à présent. Alors Curtis, à partir de là, invite évidemment ses collègues à prêter davantage attention à ce problème dans le futur, en argumentant alors de manière un petit peu provocatrice, mais finalement assez juste, que ici c'est l'histoire comme discipline qui doit en fait apprendre les leçons du présent pour pouvoir s'améliorer, se développer dans des directions différentes, et non le contraire. Finalement, la crise du Covid-19 a donné à un historien, à Daniel Curtis, une autre thématique à laquelle il n'avait pas encore vraiment pensé de cette façon-là jusqu'à présent, et qui pourrait évidemment permettre de poser de nouvelles questions à la documentation médiévale. Alors vous le voyez, il reste du pain sur la planche des historiens et des historiennes. La connaissance historique représente une manne qui est finalement très très riche, qui permet aux sociétés de se penser, de réfléchir sur elles-mêmes, de trouver des étonnements, de quoi se rassurer ou s'alarmer, et parfois aussi simplement de quoi se distraire. Toutefois, cela demande aussi un esprit critique et de la capacité de discernement pour ne pas se laisser entraîner par des conteurs ou des conteuses de belles histoires. Enfin, l'histoire se réécrit en permanence pour s'ajuster aux nouvelles découvertes et aux nouvelles connaissances. Pour que cela soit possible, il faut évidemment des femmes et des hommes dotés de savoir, de savoir-faire spécifiques pour naviguer, organiser, comprendre la documentation et les traces du passé. Alors comme vous avez déjà pu le découvrir ou comme vous allez le voir en consultant la documentation à votre disposition, le programme de BA en histoire à l'ULB vise précisément à vous donner les connaissances, les réflexes critiques, les savoir-faire et les outils spécifiques de l'historien et de l'historienne, sans pour autant vous enfermer dans une discipline, puisque de nombreux cours sont dévolus aux disciplines sœurs de l'histoire, de géographie, de philosophie, d'histoire de l'art, d'archéologie, et ainsi de suite. Et par ailleurs, des passerelles sont ouvertes à plus d'un niveau pour vous permettre d'approfondir, par le biais des mineurs ou bien par les options, de pouvoir approfondir différentes disciplines. Ça, c'est un point extrêmement important parce que, comme vous l'avez vu précédemment, dans l'écriture même et l'approche même de l'histoire, on repose souvent sur d'autres sciences et d'autres approches que l'histoire au sens strict, et donc l'histoire ne fonctionne pas en vase clos. De ce point de vue-là, évidemment, l'aspect transdisciplinaire, ou en tout cas multidisciplinaire, de votre formation en BA à l'ULB est vraiment central. Alors, j'ai évidemment, je l'ai annoncé depuis le début, parlé du point de vue très particulier qui est le mien, c'est-à-dire celui d'un enseignant-chercheur en histoire de l'environnement au Moyen-Âge. Mes collègues historiens et historiennes, des spécialistes dans de nombreuses disciplines à l'ULB, telles que l'histoire sociale, culturelle, économique, politique, l'histoire des religions, du travail, de la colonisation, du genre, de la ville, du corps, et j'en oublie sans doute ici, tous ces collègues auraient sans doute apporté un éclairage quelque peu différent sur l'époque que nous traversons et sur l'histoire comme discipline. Toutefois, je suis assez confiant que ces collègues partagent ma perception de l'histoire comme une merveilleuse façon de se décentrer. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est une façon de sortir de ses habitudes et de ses certitudes, de les questionner, pour mieux se recentrer après, donc pour mieux revenir au présent et puis y agir de manière constructive. Je suis absolument convaincu de parler en leur nom à toutes et tous, mes collègues historiens et historiennes de l'ULB, en disant que nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à l'ULB l'année prochaine, et d'ici là, restez en bonne santé.